Et c'est parti pour cette UFC 312 qui se déroulera à Sydney le 8 février 2025 avec une grosse carte très attendue. On commence avec un Kevin Jousset qui revient donc de Paris où il a subi une sale défaite et pas celle du village contre Mikalev qui va faire son premier combat à l'UFC. Ensuite on aura la combattante qui a battu Shevchenko en kickboxing il y a 10 ans qui va devoir revenir après sa défaite à Macao contre Bruna Brasil qui fait désormais partie de la team Fighting Nerds. Ensuite, on aura Tom Nolan qui se jettera dans le grand bain. Jimmy Crute, alors est-ce qu'il est encore dépassé ou pas? On va savoir ça. Ensuite, on va avoir le frère d'Ilia Topuria, Alexandre, qui va faire son premier combat à l'UFC. On va voir Yosun Park qui était sur le radar il y a 2 ans, mais qu'on n'a pas vu l'an dernier. On va voir ce que ça donne cette année. Ensuite, on va avoir un incroyable combat debout entre Jenkins et Santos. On va avoir Jake Matthews par la suite qui devrait nous faire une démonstration attendue contre Prado. Ensuite, on va voir 2 poids lourds qui finissent leurs adversaires au premier round. Enfin, le main event, Zhang Weili contre Suarez, le co-main event parce que l'UFC a décidé de le mettre en co-main event. Donc Zhang Weili Lagotte contre la légende Tatiana Suarez. Et enfin, Duplessis contre Strickland, Crocodile Dundee 2 pour finir la soirée. Installez-vous bien, prenez votre thé à la menthe bien chaud ou votre Guinness bien fraîche. N'oubliez pas votre sopalin, bien sûr. C'est Carito Johnson pour le radar de l'UFC. On va commencer à décortiquer chaque combat de cette carte. Et a priori, ce sera Kevin Jousset, notre Bordelais, qui va ouvrir la carte contre Mikalev, le nouveau venu à l'UFC. Catégorie welter, Mikalev 26 ans, Kevin Jousset 31 ans, il y a 5 ans d'écart. Kevin Jousset et Mikalev sont tous les deux combattants dans la région Océanie. Et je ne sais pas s'ils se connaissent, en fait je pense que oui, parce que tous les deux sont passés par le Hex. Et je pense qu'ils se connaissent, ils ne se sont jamais affrontés. Mikalev d'ailleurs l'ancien champion du Hex. Mikalev est gaucher, il est grand, il a une bonne allonge. En face, Jousset, donc, qui s'entraîne au City Kickboxing, qui a une ceinture noire de judo, qui a une bonne allonge aussi, qui après avoir fait un très bon combat contre Kenan, vous voyez bien arriver dans le top 15 de la KT fin de l'année dernière. Malheureusement, il y a eu un combat annulé contre Jared Gooden, qui s'est retiré du combat. Il était un peu dégoûté. Après, Jared Gooden s'est retiré pour des raisons de santé, si je me trompe pas. Et donc du coup, il a eu l'opportunité de combattre en France à l'UFC Paris. Mais c'était contre Brian Battle. Alors certes, il arrivait avec un win streak de 5 victoires, mais c'était une collision parce que Brian Battle, lui aussi, on le voyait bien finir dans le top 15 à la fin de l'année. Il a fallu qu'il y ait un perdant. Alors pour le coup, c'était Kevin Jousset, qui n'a pas été bien présent au rendez-vous, je trouve. Là, sur le côté bagarre, le rythme amené, la pression amenée par Brian Battle. De ce côté-là, Brian Battle, on s'attendait à ce qu'il envoie ce genre de prestations. Ce qui était d'ailleurs un peu étrange parce qu'après le combat suivant, il n'a pas du tout fait la même chose, Brian Battle. Kevin Jousset s'est fait avoir, c'était assez sale, il a pris pas mal de coups, Kevin Jousset. Alors il revient peut-être un peu tôt, peut-être qu'il aurait fallu qu'il se remette, je ne sais pas en tout cas. Donc il y a du bon et du mauvais, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on doit douter de son menton désormais ou pas, qui a été fragilisé? Et le bon côté, c'est que Mikalev, lui, c'est juste un nouveau venu. Pas encore les mêmes armes que Kevin Jousset. Forcément, on va nous le présenter comme quelqu'un de redoutable. Je ne dirais pas ça. Je dirais que oui, il a sa place dans l'organisation. Ce qu'on a pu voir de lui, c'est que déjà, il est quand même, il a l'air stressé, pas très confiant. Au niveau de ses postures un peu bondissante. Déplacements latéraux, très présent. Il envoie son bras arrière direct. En général, quand il se déplace vers sa droite et s'arrête, il envoie ça. Il check distance avec son jab. On l'a vu vulnérable au middle kick. Il est pas très bon en clinch. Il a pas de maintien au sol quand il est dessus, en position dominante. C'est pas ça. Par contre, il a une très bonne défense de soumission. Notez que Kevin Jousset, je trouve que l'axe qu'il devait améliorer l'an dernier, on n'a pas pu le voir dans son dernier combat, mais c'était son grappling offensif qui est pas
qui est pas bon, hein, qui est pas au niveau. Je pense que Kevin José, que j'apprécie beaucoup, ça fait peut-être 2 ans que je regarde sa chaîne YouTube et j'adore ses vidéos, notamment tout ce qui est préparation des combats. On sent que c'est vraiment professionnel, un bon combattant qui... Pour ça qu'on le voyait, je le voyais vraiment dans le top 15 parce qu'on le voyait bien sérieux dans ses affaires. Mais ça, par contre, au niveau de la lutte, je le trouvais un peu en dessous. Mais sa prestation contre Kenan Song était vraiment impressionnante. On a vu des failles, bien sûr, mais il a montré qu'il pouvait être impactant, parfois manquer de réactivité. Il commençait vraiment à bien esquiver au fur et à mesure, donc je suis assez confiant là-dessus. Je pense qu'il a largement un niveau au-dessus de Mikalev, hein. Donc ça va être un combat de rebond pour lui, pour se relancer, même si ça va pas lui apporter grand-chose de battre Mikalev en soi au niveau de son Sherdog, hein. Mikalev, c'est pas non plus un excellent combattant. En tout cas, à l'heure actuelle, hein, il est jeune, 26 ans, je pense qu'il va arriver milieu bas de classement, et puis petit à petit, en travaillant bien, Mikalev pourra peut-être faire quelque chose d'ici 2-3 ans, et son nom va émerger dans les discussions. On verra. Pour l'instant, je le trouve pas du tout au niveau de Joussé. Ça n'empêche pas de toujours avoir une menace à droite à gauche de quelque chose. Je ne dirais pas s'il va y avoir un finish ou quoi, je ne sais pas dans quel état va revenir Joussé là. Combattre à domicile, oui désolé, je sais que il est bordelais, qu'il est français, mais sa carrière se fait, malheureusement pour nous, sa carrière se fait en Océanie, dans un très bon club, le Stick Kickboxing, et c'est là qu'il a quasiment toujours combattu, enfin qu'il s'est toujours entraîné. Donc voilà, un 60-40 en faveur de Joussé là-dessus, et je lui souhaite plein de bonnes choses, en tout cas, je souhaite de bien revenir dans la compétition. Et on enchaîne avec un combat attendu, le combat entre Bruna Brasil et Kong Wang. Combat attendu parce qu'effectivement Kong Wang, en fait, on l'attendait à l'UFC, on l'attendait, elle était invaincue. Bonne carrière, invaincue en kickboxing, invaincue ensuite, elle a fait sa transition en MMA, ça a pris 3 ans. Elle est arrivée en 2022 en MMA pour enchaîner les victoires. Elle arrive donc à l'UFC avec cette petite histoire comme quoi elle avait effectivement battu Shevchenko, l'actuelle championne, il y a 10 ans de ça en kickboxing. Et du coup, elle va affronter... c'était en prélim une Leonardo qui n'opposait pas vraiment d'adversité. Du coup, elle obtient son finish au premier round. Ensuite, elle va annoncer au micro, effectivement, mais qu'est-ce que c'est que ça, l'UFC? Moi, j'ai ma place en carte principale, patati, patata, donc elle se voit déjà en haut de l'affiche. Sauf que moi, j'ai mis des réserves, parce qu'on n'a pas vu son niveau du tout en grappling à l'UFC, c'est-à-dire que, attention, je fais vraiment je vais bien séparer l'UFC du reste des organisations, notamment la scène régionale sur laquelle elle combattait auparavant. C'est-à-dire que je n'ai pas vu à l'UFC sur 3 rounds, je n'ai pas vu à l'UFC faire du grappling, donc on manque beaucoup de réserves. Ceci dit, avec cette petite histoire concernant sa victoire en kickboxing sur Shevchenko, il y avait une hype autour. Du coup, elle s'est retrouvée, et ça, c'est tout à fait normal, sur la carte principale à Macao. C'était en novembre dernier. Sauf que cette fois-ci, c'était contre Gabriela Fernandez. Et c'est là où je me suis dit, je vais peut-être pouvoir avoir des réponses, non pas forcément en grappling, mais notamment sur les 2e et 3e rounds, puisque Fernandez, c'est une adversaire durable, en fait. Hein. Ça, comme je le disais à l'époque, ça va être difficile pour Kong Wang de la mettre KO, malgré qu'elle ait un talent pour ça, on va dire. Donc voir comment elle va tenir sur le 2e et 3e round, et surtout tenir mentalement face à une adversaire qui ne se laisse pas faire, qui ne va pas tomber comme ça facilement. Est-ce qu'elle va mettre en place une stratégie particulière ou quoi? Est-ce qu'elle n'a pas un peu trop confiance en elle pour se dire qu'elle n'a pas forcément besoin de ça? Donc à l'époque, je m'étais mis une demi-pièce sur Gabriela Fernandez simplement à cause des cotes. Les cotes pour moi ne reflétaient pas la réalité, on était non pas sûr, parce que moi je me voyais un 55-45 pour Kong Wang, hein. Mais sachant que Kong Wang peut avoir des victoires à décision, mais c'était sur la scène régionale. Donc effectivement, une Kong Wang à 1,18, ça ne valait pas du tout le coup. Et pour le coup, un premier round un peu timide, mais qui va quand même à l'avantage de Kong Wang. Elle fait parler je sais pas si c'est forcément son aura, mais elle arrive à calmer entièrement Fernandez, qui partait très sautillante, mais petit à petit, comme un peu Sherka dans l'île de la jungle, elle va essayer de l'ensorceler comme ça, tac, 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 tu vas voir, on va se calmer, c'est moi qui vais décider des frappes, qui vais décider du tempo, du timing, tout ça. Heureusement, le coin de Fernandez la recadre à la fin du premier round, et il dit non, c'est toi qui fais ton jeu, te laisse pas avoir.
Kong Wang, par contre, elle aussi de son côté accélère au deuxième round. Malheureusement, elle va perdre au deuxième round parce qu'elle se fait avoir, elle se fait connecter lourdement. Une fois tombée knockdown, Gabriela Fernandez, je l'attendais pas forcément là-dessus, mais elle était très opportuniste. On a déjà vu un combat similaire à la sphère, un upset comme ça sur un moment très opportuniste d'une combattante qui va sauter sur l'occasion pour tout de suite en fait se jeter dessus, prendre le dos, étranglement arrière. Kong Wang a été sonné, elle n'a pas eu le temps du tout de faire quoi que ce soit, elle s'est retrouvée étranglée. Kong Wang par contre, bonne perdante, vraiment, elle a bien accepté sa défaite, reconnu le talent de Fernandez, elle a su saisir ce qu'il fallait faire. Donc là, on va voir Kong Wang poursuivre, revenir à zéro en fait dans le roster parce qu'il va falloir de nouveau qu'elle fasse ses preuves. Je ne pense pas que depuis novembre, elle ait eu le temps de travailler beaucoup de choses. On n'a toujours pas de réponse sur son niveau en grappling et voir un peu comment elle va tenir au troisième round. Mais je pense que là, avec ce combat-là, cette première défaite de toute sa carrière, que ce soit en kickboxing ou en MMA, cette première défaite, peut-être que du coup, mais on voit qu'elle a quand même une certaine humilité déjà. Donc je pense que là-dessus, c'est pas au niveau du mental de se dire « Oh, j'arrive pas à faire tomber mon adversaire, là, j'arrive pas tout de suite à arriver au sommet de l'UFC, j'arrive pas à faire ceci. » Non, je pense qu'en fait, tout ça, c'était un personnage qui aurait... J'ai été pris dans le truc, j'ai cru que c'était ça, mais je pense qu'effectivement, elle sait qu'elle va devoir monter les étapes, c'est elle qui juste joue là-dessus, joue sur les codes un peu, je pense, de l'UFC qu'elle a bien compris. En face, ça va être Bruna Brasil. Alors là, à savoir que Bruna Brasil est une combattante strawweight. Et du coup, là, pareil, est-ce qu'il y a quelle adversité on va pouvoir mettre au crédit de cette victoire si Hong Kong l'emporte? Parce que je ne trouve pas à titre personnel que Bruna Brasil ait sa place en flyweight. Je trouve que, certes, elle a des up and down en strawweight, mais elle commence à bien se débrouiller. Alors certains vont pouvoir dire que Bruna Brasil commence à bien se débrouiller en strawweight récemment, parce que ça fait déjà quelques temps qu'elle a intégré, et c'est là l'autre côté de la hype, la hype de l'autre côté, sur l'autre combattante, c'est que Bruna Brasil a intégré la Team Fighting Nerds. Alors certes, elle n'est pas arrivée au combat avec ses lunettes et son pansement sur les lunettes, mais on a vu effectivement Caio Borraio dans son coin et tout, la coacher. Le problème de Bruna Brasil, par contre, dans sa carrière, comme je disais, elle a des up and down, c'est qu'il n'arrive pas à battre les combattantes qui sont actuellement montées dans le top 10, donc c'est des défaites encore respectables. Je parle de Denis Gomez, je parle de Luna Lokumbé, qui est une combattante que j'adore, qui vient de Thaïlande, et j'ai adoré les reportages d'ailleurs que l'UFC a fait sur elle, qui n'était pas, je pense pas que c'était nécessaire de l'UFC de faire un reportage sur elle, mais en tout cas, je suis content qu'il l'ait fait, et qui est très très sous-cotée, Luna Lokumbé, à l'UFC en tant que combattante, qui propose de très belles choses. Donc ce n'est pas une défaite vraiment grave pour Bruna Brasil. Par contre, je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait que je pense qu'on projette des choses. Le fait qu'elle ait intégré la Team Fighting Nerds il y a quelques temps, alors c'est pas sa team principale, on se dit oh là là, oui, Bruna Brasil, elle s'améliore, alors certes elle a des victoires, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'amélioration dans son jeu non plus récemment, Bruna Brasil. Il y a beaucoup de choses qui posent problème, notamment des problèmes en termes de grappling, et j'ai pas l'impression qu'au troisième round, son cardio tienne le coup. Elle a montré des signes de fatigue encore récemment contre Molly McCann, qui était un combat quand même plein d'action, on va pas se mentir. Par contre, je reconnais que la Team Fighting Nerds, peut-être que c'est ça aussi le bon point, c'est qu'ils ont apporté quand même un game plan et quelque chose de très précis. Il faut voir que contre donc Molly McCann, les coups au corps, que ce soit avec les middle kicks ou avec les punches, ont porté leurs fruits. Elle a failli avoir un finish au premier round, mais elle n'a pas achevé son adversaire. Elle ne s'est pas jetée dessus. Ça va être d'ailleurs récurrent, en fait, même quand elle met knockdown son adversaire, elle ne va pas se jeter dessus pour finir le combat. En tout cas, il y a un temps de latence qui est malheureux parce que l'adversaire a le temps de se remettre, sachant que là, elle avait l'opportunité. Ce qui fait passer le premier round, le deuxième, puis au troisième, on voit qu'il y avait un léger déclin de son côté. Maintenant, donc, on va voir un autre point intéressant sur la hype autour de ce combat, c'est que d'un côté, donc comme je l'ai dit, Kong Wang a une excellente carrière en tout cas en kickboxing. Avant, elle était invaincue. De son côté, par contre, Bruna Brasil également. Elle est ceinture noire de kickboxing, championne du Brésil et de l'Amérique du Sud. Donc, waouh, on va avoir deux grandes combattantes de kickboxing qui vont s'affronter. Alors certes, on est en MMA, mais c'est toujours bien de voir deux combattants qui sont doués dans un domaine s'affronter sur ce domaine, ça peut faire des étincelles. Et là, vous allez me dire, mais non, Carlito, ça ne fait pas toujours des étincelles, au contraire, on prend deux grappleurs ensemble, ils vont se battre debout et ça va être moche. On va prendre de bons kickboxers qui te disent que ça va pas aller au sol et que ça va être moche. Oui,
c'est vrai. En fait, j'ai dit une bêtise, effectivement, ça risque d'aller au sol et d'être très moche. Ça risque d'être très moche parce que Bruna Brasil, au sol, en grappling, c'est pas ça, quoi. Le niveau, il est pas là. Elle sait très bien se protéger des takedowns grâce à un whizzer en général qui fonctionne très bien. À l'offensive, c'est pas foulichon. Et à la défensive, bon, c'est pas foulichon. Je ne pense pas que Kong Wong cherche à aller à l'offensive en lutte et au sol de toute façon. Mais par contre, si c'est Bruna Brasil qui y va, au moins on aura des réponses sur le niveau moyen, on va dire, de grappling UFC. Sachant que là, en plus, je pense pas du tout que Bruna Brasil ait l'avantage en puissance sur ce match-up. C'est là aussi qu'il va y avoir un problème, que ce soit en striking ou même en grappling. Maintenant, debout, qu'est-ce qu'on peut dire ? Attention au contre de Bruna Brasil. Bruna Brasil est une combattante qui est très focus. On l'a vu contre Molly McCann, elle peut avoir donc déjà un game plan, et notamment du coup ce game plan axé sur les coups au corps qui font très mal, notamment les middle, les genoux, et les body shots. En général, au Brésil, son problème, c'est que qui pourrait être un avantage, c'est que si elle a un avantage d'allonge sur son adversaire, je n'ai pas vérifié, ce serait le cas d'ailleurs bien sur ce combat, elle s'en sert pas, c'est le problème. Elle a de très bons calf kicks, on l'a vu à plusieurs reprises. Elle a tendance à être quand même un peu comme on a vu Kong Wong aussi de son côté au dernier combat, assez passive à choisir ses frappes. Elle tarde à changer ses frappes aussi. Elle envoie par exemple ses jabs qui sont vraiment très solides dans ces jabs, hein, c'est quelque chose. Mais elle tarde à les envoyer, il faut attendre un deuxième voire troisième round pour qu'on les voit. Ensuite, ce que je n'ai pas compris, par exemple sur le game plan dernièrement, c'est que certes les coups au corps fonctionnaient très bien, pourquoi elle ne fait qu'au premier round et qu'après elle ne les fait plus dans ce cas-là ? J'ai du mal à comprendre ça, alors que c'était possible. Du côté de Kong Wong, j'ai pas plus de choses à dire. Elle a vraiment ce que j'appellerais un kickboxing IQ. C'est sûr que là-dessus, elle sait trouver la précision, le timing, les angles et la rapidité pour frapper. C'est ce que lui vaut ce KO Power. Un KO Power qu'on peut retrouver d'ailleurs dans ce match-up. Ce qui nous donne en fait au niveau des prédictions donc un bon 15% Kong Wong par KO, accompagné d'un bon 40% Kong Wong à la décision. Et de l'autre côté, peut-être Bruna Brasil un 10% soumission. C'est tout à fait possible, hein, tout à fait possible qu'elle nous place encore un étranglement arrière sur un coup. Elle se jette dans le dos de son adversaire. On a vu contre ses anciennes adversaires qu'elle essayait quand même de chercher les soumissions, hein, que ce soit au sol. C'est pas du ground and pound qu'elle va forcément envoyer, mais chercher soit à prendre le dos pour un étranglement arrière, soit pareil une soumission au sol en position dominante en grimpant sur son adversaire. Et sinon, ça nous laisse le reste pour une décision Bruna Brasil. À voir comment se déroule le combat. Je pencherai sur un 55-45 en faveur de Kong Wong cette fois-ci, parce que je pense que là, Bruna Brasil est beaucoup moins durable que Fernandez. Même tendance à ne pas apprécier les assauts adverses. Alors certes, Kong Wong ne va pas envoyer de longues combinaisons en général. Elle va choisir des frappes isolées. Même si Brasil a de bons contres, en général, trop de frappes, elle commence à avoir peur et à reculer. Et ça, c'est pas bon du tout pour sa carrière. Faut vraiment qu'elle change ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, je voulais dire aussi, je ne comprends pas du côté de Bruna Brasil l'intérêt de faire un combat en flyweight. Elle se débrouille très bien en strawweight, enfin très bien, je veux dire, elle a quand même des victoires. Il n'y a pas de blocage, je pense, pour progresser. C'est pourquoi Kong Wong... Ouais, je sais pas pourquoi prendre Kong Wong non plus. Je comprends la démarche de Kong Wong d'affronter un adversaire comme Bruna Brasil, qui permet justement de remettre les compteurs à zéro, d'avoir des réponses, une combattante, je pense, qui va... Voilà, où ça va être compétitif, voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'elle est tout à fait à la portée de Kong Wong. Par contre, du côté de Bruna Brasil, c'est compliqué, je pense, de prendre Kong Wong. Je vois pas non plus pourquoi cette montée.
Je vois pas l'intérêt de ce match-up. Pour elle, je pense qu'elle avait peut-être d'autres combattantes possibles. Comme je parlais de Kong Wong, effectivement de ses limites peut-être en grappling, je parlais de ça parce que on la connaît la catégorie flyweight. On sait que entre des Jasudavicius, des Silva, des Lipski, on sait que le grappling va falloir envoyer quelque chose, donc il va vraiment falloir travailler là-dessus. J'espère qu'elle l'a fait, on l'a toujours pas montré pour l'instant. J'ai quand même de sérieux doutes. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Petite anecdote, Kong Wong est actuellement la seule combattante chinoise en flyweight à l'UFC. Et on va passer au combat suivant donc. Et le dernier combat de Fight Pass prélim, ce sera Julian Salkild contre Anchul Jubli. Anchul Jubli, je vais vérifier. Donc on est chez les lightweight. Son dernier combat remonte, on était peut-être à plus d'1 an. Ouais, c'est ça, octobre 23. Contre Mike Briden. Assez sale tout ça, d'ailleurs on va y revenir. Affronte donc Salkild qui est effectivement nouvelle recrue des Dana White Contender Series de l'an dernier, qui était de toute façon favori contre Gauge. Alors Salkild, 25 ans, un win strike de 7, il a une seule défaite, c'était son premier combat en tant que pro, et c'était par soumission. Il a une bonne allonge, il est réputé quand même pour ses contres et ses coudes. C'est le champion de l'organisation australienne Eternal, enfin avant de rentrer à l'UFC bien sûr. Là, ce qu'on va dire de lui, c'est assez simple, il se rate quand même pas mal. Ouais, en début de combat, on va dire qu'il se rate pas mal. Assez lent, un kickboxing correct, je vais pas vous mentir, là on a quand même un bon niveau. Il nous envoie des double legs ridicules par contre en grappling. Il est vulnérable quand il est acculé, vulnérable à plein de choses, notamment high kick. Lui envoie des bons middle kicks par contre. Attention aux ruptures de contact aussi, il est sensible là-dessus, vulnérable là-dessus. Son point fort, on l'a vu déjà au deuxième round contre Gauge, c'était cette droite isolée là qu'il envoie, bam, très solide. En général, il va essayer de travailler les body shots, notamment quand il attrape les kicks adverses. Il perd en défense, en striking, au fur et à mesure du combat. Quand il arrive enfin à placer son double leg et à réussir, c'est pour pas grand chose derrière. Il se passe rien derrière. Et par contre, quand il est au contact, il peut envoyer des très très bons enchaînements de crochets. Ça va être dangereux. Il est quand même assez mauvais en clinch. Et pour ce qui est quand même des soumissions, il ne les verrouille pas, donc ça ne va pas amener grand chose de ce côté-là. De son côté, j'oublie Anchul, alors ça c'est assez particulier parce qu'il est arrivé, il a combattu contre Saraji, qui est un combattant nul, je vais pas vous mentir. Il était underdog quand même. Bon, c'était son premier combat à l'UFC, ça peut quand même se comprendre. Il a montré d'excellents jabs et d'excellents calf kicks, bon une 2 et surtout ça a été en grappling, une bonne lutte, un bon sol. Il trouve les bons takedowns en clinch. C'est là-dessus que ça peut se jouer sur ce match-up contre Salkild. Le souci, si j'arrive à retrouver mes notes, c'était son dernier combat contre Briden. Alors pourquoi le souci ? Le combat se déroule très bien, notamment sur les premiers rounds, puis ensuite le deuxième, on voit qu'il développe son jeu. Je rappelle que Jubli à ce moment-là est invaincu, il est à 7-0. Ce qui est assez intéressant à voir chez ce combattant indien, c'est que là, il n'a pas du tout cherché le grappling. On l'a vu chercher un ou deux single leg, mais c'était ridicule, c'était moche à voir. Donc, une déception de ce côté-là. On se dit, pourquoi pas faire ce que tu sais faire de mieux. Bon, il travaille très bien sur ses jabs, sur ses push kicks, là, sur les distances, c'était très bien. Après, il faut dire que son adversaire, Briden, gérait très mal les distances. Très maladroit, il faut savoir que Briden est très scrappy, il est là pour la bagarre et pas grand chose d'autre, alors que Jubli lui arrive très bien à gérer l'espace, l'espace là dans la cage, il n'a aucun souci là-dessus, il envoyait des bons body shots, il arrivait très bien à envoyer des combinaisons et des remises, que ce soit sur les calfs ou adverses ou sur d'autres frappes, mais on le voit sonner plusieurs fois quand même Briden. On voit aussi cette droite directe qui sonne Briden, mais il n'arrive pas à enchaîner derrière pour l'achever, surtout en envoyant des séries de crochets. Là, il nous a montré qu'il était donc pas bon pour ses single legs, pas bon sur son clinch offensif.
C'était vraiment, là, il y a eu des moments où je me suis dit, je comprends pas pourquoi on n'a plus le même niveau. Alors, c'est pas la même adversité, hein, Saraji, je rappelle, moi j'ai aucune estime particulière pour ce combattant. En tant que combattant, je trouve pas bon. Là, on voit que c'était un peu plus difficile. Il commence à montrer des signes de fatigue au deuxième round. Et alors, Breeden, comme il a pour la bagarre, il cherche les provocations. Il dit, vas-y, viens, on se bat. Il ne rentre pas forcément dans ce jeu, mais on voit qu'avec la fatigue, du coup, dans ce combat qui s'était roulé à Abu Dhabi, et Breeden qui essaie de chauffer la salle au fur et à mesure en enchaînant les provocations. J'oublie, il y avait deux rounds pour lui, un peu peur de Breeden qui s'emballait. Il était très résilient, hein. On voyait qu'il était au troisième round comme si c'était le début du combat et qu'il voulait tout donner. Le cardio qui chute de Jubli et voilà, une perte de défense en striking qui fait que la brèche est ouverte. Breeden s'engouffre dedans. Maintenant, dans ce match-up, du coup, qu'est-ce que ça peut donner ? Finalement, c'est une bonne chose pour Soulkind, je pense, de rentrer à l'UFC avec son premier combat contre un adversaire comme Jubli. Jubli, c'est légitime qu'après plus d'un an d'absence, se retrouve face à un nouveau venu, surtout qui vient d'une défaite par KO. Sa première défaite en carrière, d'ailleurs. Mais voilà, je pense que le match-up est très bon. J'espère que j'espère vraiment que ce grappling de Jubli va être remis au goût du jour. Enfin, ça va revenir en force et qu'il va pouvoir battre Soulkind là-dessus. Niveau de gestion de l'espace et des distances, je pense que ce sera du coup une bonne chose aussi contre Soulkind. Attention cependant donc au kickboxing de Quillan, qui est beaucoup plus jeune. Donc oui, Jubli quand même très propre en général sur ses frappes et son pied-point, notamment sur ses jabs. Attention aussi pour Soulkind, en fait, son problème, ça va être, comme je disais, ses ruptures. Il y a un pattern qui revient chez Jubli, c'est que quand il est attaqué, il ne recule pas. Il accepte un clinch, en fait, pour envoyer un genou et repousser son adversaire. Ça va être dangereux, ça, pour Soulkind, de pas trop rentrer dedans et s'engager. On l'a vu, rater ça au début de son combat contre Gauge, par exemple. Je disais qu'il était vulnérable quand il était acculé, mais là, pour l'instant, ce qu'on a vu de Jubli, c'est qu'il n'a pas forcément tendance à faire reculer ses adversaires. Donc attention aussi, parce que certes, Soulkind envoie des bons crochets, des bonnes séries de crochets, comme j'ai dit. C'était le cas de Breeden dans le dernier combat de Jubli, et il sait très bien s'en accommoder. J'ai peur qu'il y ait quand même une redite. On a vu Gauge avoir un cardio qui chutait au troisième round, et ça risque d'être le cas de Jubli, mais je ne sais pas s'il y aura autant d'action sur ce combat-là. Je vois un avantage pour Jubli quand même, du coup, de par son expérience et ce qu'il a montré. Je trouve ça beaucoup plus probant que ce qu'a montré Soulkind. Attention donc du coup quand même à pas se manger cette droite que Soulkind isolé, sachant qu'il est tombé KO sur une droite de Breeden qui était en crochet par contre. Mais s'il est intelligent, qui remporte encore une fois les 2 premiers rounds contre Soulkind, qui cherche juste à peut-être limite entre guillemets à pourrir, à fuir le combat au troisième round pour s'assurer une victoire par décision. Une victoire par décision de Jubli à 60-40, voilà ma prédiction. Et on continue dans la même catégorie chez Lightweight avec Tom Nolan qui revient à domicile pour passer le test du Slava Klaus. Tom Nolan qui a 8-1 en carrière, donc voilà, 24 ans, 25 ans, qui est gaucher, qui vient des Dana White Contender Series, et qui est, alors si je dis pas de bêtises à vérifier, mais le plus grand lightweight à l'heure actuelle, par la taille. Je noterai qu'il doit beaucoup progresser, qui est pour l'instant, on va dire, je verrai bien 40e au classement, je sais pas, je peux pas vérifier les classements. On va regarder vite fait son historique à Tom Nolan. Pas mal de hype, parce que il a un style qui plaît beaucoup à l'UFC. Pourquoi je dis ça ? Alors, premier combat, ça va être du coup sa première défaite en carrière d'ailleurs. Premier combat à l'UFC contre Nicolas Motta. À l'époque, donc c'était l'Apex, 14 janvier 2024. Alors, pardon, excusez-moi, je vais prendre un petit café. Il envoie donc des bons leg kicks, des bons middle, et il a des coups qui font mal, et il va travailler sur son in and out. Bon problème, du coup,
c'est qu'il cherche à rentrer tout droit pour envoyer des combis dirty. Il se prend un contre. C'est dommage hein, parce que il avait un bon in and out, mais je sais pas, peut-être qu'il était trop agressif, trop un fight IQ qui lui a fait défaut. Il a trop voulu envoyer. Alors c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que quand on vient des Dynamite Contender Series, on sait qu'il faut envoyer du lourd, envoyer du spectacle, parce que c'est ça qui nous vaut généralement le contrat pour entrer à l'UFC. Par contre, une fois à l'UFC, on va quand même essayer d'assurer quand même ses victoires. Lui a peut-être voulu continuer à développer ce jeu, peut-être que c'est son jeu qui ne fait pas autre chose. Ceci dit, pourquoi pas, parce qu'après il va affronter Victor Martinez, toujours à l'Apex, 4 mois plus tard. On reste en 2024, hein, et là il part grand favori. Il était déjà favori hein, contre Mota. Il y a un engouement autour de ce combattant. Cette fois-ci, on le voit sensible au crochet au corps, en contre, sur ses spin kick, spin fist, parce qu'il en envoie plein. Je sais pas pourquoi il envoie que ça. Enfin, quasiment que ça, non, j'exagère, mais voilà. Donc forcément, au bout d'un moment, ça se voit. Il y a toujours, il a continué à envoyer des crocs middle. Hein. À box range, il envoie des bons crochets également. Lui-même a un bon crochet du droit en contre, mais il rate pas mal de coups, notamment sur ses spin kicks. Il gagne le combat par KO à moitié du premier round sur... je vais estimer que c'est un coup de genou chanceux hein, au corps en contre. Donc ça lui vaut ensuite de poursuivre et de combattre donc à domicile. Cette fois, ce sera contre Alex Reyes. Alors là, il était énorme favori, hein, la cote elle était à 1,7. C'était donc en Australie à Perth. C'était le 18 août. Donc encore une fois, 3-4 mois après son combat. Donc ça lui fait un troisième combat comme ça en 2024 à l'UFC. Ce que j'avais noté dans mes attentes, c'est qu'il devait soit placer un KO au premier round, soit améliorer sa défense en striking. Alors il continue d'envoyer ses spin kicks, spin flush, ses coups retournés en fait, quels qu'ils soient, complètement au pif. Il envoie beaucoup de leg kick encore. Contre la cage, il part en assaut. Il envoie des push kicks, encore des bons middle. Il cherche vraiment à être dans le dirty. Il part en assaut dès qu'il connecte. Toujours ses bons crochets à mi-distance là. Toujours les spin tout quoi, les coups retournés partout, comme je l'ai dit. Attention, il a quand même un crochet du gauche cette fois-ci qui va être dangereux en fin de combinaison. Les middle kicks ils sont là. Les coups en rupture ils sont là. Les body shots ils sont là, troisième round surtout. On l'a vu quand même vulnérable lui-même au crochet au deuxième round et vulnérable aux bons combinaisons agrémentées de coups de pied au troisième round. Au niveau du grappling, alors Alex Reyes l'a facilement amené au sol. Bon, par contre, il se relève. Bonne défense à la cage, là-dessus. Alors, est-ce que ça va jouer dans son match-up contre Bortchev? Le test Bortchev, c'est quoi? Le test Bortchev, c'est savoir si vous avez, pour moi, le niveau 30 dans la catégorie lightweight, qui est une catégorie très stack. Donc, c'est du solide Bortchev, malgré tout ce qu'on peut en dire. Selon moi, c'est un bon test pour savoir ça. Le Slava Klaus, donc lui, 33 ans, qui lui-même aussi est venu de Dynamite Contender Series. Aucune victoire par soumission, donc je pense pas que... De toute façon, en fait, Bortchev, c'est un kickboxer, on va le définir comme ça, c'est un kickboxer, avec un bras droit qui est très impactant, faudra se méfier de ça. Il a juste une défaite par soumission, mais ça, j'ai envie de dire, c'est contre Chase Hooper, c'est normal. C'était il y a pas longtemps, c'était l'an dernier, en mai. Sinon, ses seules défaites, c'était par décision. Son palmarès, c'est qu'il a 8-4, là, actuellement. Bortchev, donc, défaite contre Diakiz, ok, défaite contre Mike Davis, et une défaite contre Chase Hooper. On voit donc des victoires contre Maeshate et contre Longtop, je vais y revenir. Il a un bon niveau, faut vraiment pas le sous-estimer, faut pas se fier forcément à ses résultats. Ceci dit, faut pas trop s'emballer non plus, hein, il va pas monter dans le top 20, top 25, je pense qu'il est très bien comme, entre guillemets, moi je le placerais vraiment comme gatekeeper du top 30 d'une catégorie qui est bien chargée, comme je l'ai dit. Donc c'est un bon test pour Tom Nolan, pour tous ceux qui voient un engouement autour de ce combattant. Moi j'y ne suis pas encore, je trouve qu'il fait trop d'erreurs, que comme je l'ai dit, hein, j'attends vraiment qu'il progresse. Et là il y a beaucoup de choses à travailler. Du côté de Bortchev, du coup, les dangers, c'est quoi? Ça va être les coups au corps. Alors, lui-même est sensible aux coups au corps, donc ça va être marrant de voir ses frappes au corps, que ce soit au niveau des middle, des body shots de Tom Nolan, voir si ça va l'atteindre. Il a un menton... Alors, il n'est pas tombé pour l'instant par KO, mais j'ai pu émettre des doutes, mais pour l'instant, on va dire qu'il a un menton quand même assez correct. On va voir si ça va tenir contre un Tom Nolan. Comme je disais, se méfier
de sa droite, que ce soit en direct ou en crochet. Alors en direct, surtout en rupture. En crochet, on l'a vu qu'il mettait, qu'il a défoncé Maéchaté avec ce crochet droit. Par contre, lui, il esquive très bien le crochet droit adverse à mi-distance. Donc au niveau de ses esquives, il est très solide là-dessus. Voir que Tom Nolan est gaucher, je le rappelle. Voir si ça va impacter son style au niveau de ses esquives, je ne pense pas. Je pense qu'il va quand même avoir de bonnes esquives. Il a l'expérience là-dessus. Au niveau de la lutte et du grappling, je pense qu'il a l'avantage, mais il va pas s'en servir. Comme je le rappelle, c'est un kickboxer. Je pense que le combat se déroulera debout. Alors certes, à close range, il est assez solide. Je pense comme Tom Nolan, qui va être bagarreur, donc ça va être intéressant à voir à ce niveau-là. Mais quand c'est trop proche, vraiment dans la poche, un peu mauvais. Surtout en début de combat. Donc il est, comme je disais, sensible au coup au corps, que ce soit en body shot ou en middle, c'est ça qui va être intéressant contre Tom Nolan, parce que, pourquoi je dis ça, on l'a vu contre Long Top, son dernier combat. Attention quand même au crochet du droit dans les combinaisons, là aussi il peut se les manger, et surtout que c'est la même chose en réponse, c'est-à-dire que lui-même a d'excellentes combinaisons. Il peut envoyer des genoux, des swings. Il peut envoyer un spin kick, lui aussi, on l'a vu à la fin du deuxième round contre Long Top. Il peut placer de bons uppercuts. Donc il a vraiment un arsenal très varié. Je le rappelle, de bonnes esquives. Et ça, c'est tout le long du combat. Donc entre les spin kicks et les spin back fist, lui aussi peut en envoyer. Très bonne vivacité, très bonne variation. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Pour moi, il a perdu le premier et le troisième round contre Long Top. Il gagne seulement le deuxième. Je pense qu'il n'aurait pas dû avoir la décision en sa faveur au niveau de la split. Il peut également, alors ça c'est assez particulier, switch au milieu du combat. Et on l'a vu passer tout le deuxième et le troisième round en gaucher contre Long Top. Est-ce que ça va perturber Tom Nolan? Je ne sais pas. Pour moi, c'est un test, donc ce combat pour Tom Nolan. Borchev, pour moi, n'a pas grand-chose à montrer ici, à part casser la hype autour de Tom Nolan à domicile et climatiser la salle. Est-ce qu'il pourrait avoir un grand effet? Peut-être lui mettre un adversaire au-dessus pour son prochain combat. J'ai envie de dire Borchev, un combattant à suivre, mais pas tant que ça, parce que je vois pas monter très haut non plus. Je trouve qu'il est vraiment à sa place. Du côté de Tom Nolan, je pense que faut qu'il nous montre de meilleures choses, plus grande variété, qu'il apprenne à être plus mesuré. Je pense que Tom Nolan a le temps, ça sera son 4e combat à l'UFC, il est seulement à 8-1, mais il se peut qu'il perde ce combat. Pour moi, c'est du 50-50. Il y a autant de qualités chez l'un que chez l'autre, de points faibles exploitables par l'adversaire chez l'un que chez l'autre. On est vraiment sur quelque chose de très, j'ai envie de dire, ressemblant à pourtant quelques années d'écart, donc l'expérience va du côté de Borchev, et forcément la jeunesse du côté de Tom Nolan. Ça nous fait donc 9 ans d'écart à voir. Donc ce combat très intéressant pour commencer cette carte préliminaire classique. Au niveau des prédictions, donc quasiment aucune chance que le combat se finisse par une soumission de part et d'autre, donc ce sera un KO ou décision. Est-ce qu'on va avoir le premier KO de Borchev en carrière? Bonne question. Ou la première défaite de Tom Nolan par décision en carrière? Bonne question, c'est à voir. Je pense que là, tout est possible. Malgré tout, je pense que au niveau des frappes et des volumes, je partirais sur un KO quand même, d'un côté ou de l'autre. On continue sur cette carte préliminaire avec l'arrivée dans le roster UFC d'Alexandre Topuria, le frère de Ilia Topuria, qui combat en fait en bantam, qui a 1 an de plus exactement qu'Ilia Topuria. Comme lui, né en Géorgie, il s'entraîne et vit en Espagne actuellement. Donc un combattant avec un parcours particulier, puisque Alexandre Topuria avait commencé donc sa carrière MMA en 2015, où il a fait 3 combats. Après sa défaite contre Ivo Ivanov par TKO au 3e round, il se retire. Et il va revenir en 2021 avec une victoire au premier round. 2022, encore une victoire au premier round contre Alberto Ibanez. Et en 2023, une victoire par ground and pound contre Johan Segas. 2024, rien à l'horizon, et il arrive donc directement en 2025 à l'UFC.
Ces combats, c'était sur la scène locale, hein, on parle de ces 2 derniers combats, c'est la scène espagnole, donc très locale. Manque cruellement pour moi d'expérience à un niveau, on va dire, moyen, sur une scène régionale. Je pense que ça aurait été bien qu'il passe faire ses preuves sur des Octagon, KSW, PFL, ce genre de choses. Là, il arrive directement à l'UFC. Je pense que le fait que ce soit le frère d'Ilia Topuria, bien sûr, ça joue en sa faveur pour son entrée à l'UFC, qui a toute une histoire dessus. Il y a Topuria qui est champion, effectivement, de la catégorie du dessus. Et voilà, donc El Cazador va affronter pour son premier combat à l'UFC. Ça sera sur le numéroté. Du côté de Alexandre Topuria, qu'est-ce qu'on a pu voir sur donc la scène très locale de espagnole? Pas grand-chose, ces combats étant finis au premier round très vite. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un style qui est vraiment similaire à son frère. C'est fou, je pensais pas que ce serait autant. Faire attention à son bras arrière. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment de KO power, mais il place très bien son bras arrière. On l'a vu effectivement très bien punir les mauvaises distances de son adversaire avec son bras avant, des jabs qui vont partir autant au torse, le corps que le visage. Alberto Ibanez en a fait les frais. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Donc il y a à dire aussi que Alexandre Topuria accule ses adversaires. En général, il cherche vraiment à avancer, il reste quand même assez ancré et à acculer son adversaire à la cage. Suite à quoi, donc il va envoyer une série de frappes ou alors chercher, comme il l'a fait contre Joan Segas, un takedown qui l'amène très bien, qui gère très bien, et une fois au sol, chercher ses transitions, il trouve très vite d'ailleurs, là contre Joan Segas, le crucifix, dont Joan Segas n'a pas su vraiment se défaire, et ça s'est fini comme ça, avec une longue série de ground and pound. Contre Alberto Ibanez, qui s'était recroquevillé après avoir pris des frappes acculées à la cage, Alexandre Topuria a envoyé effectivement des frappes pareilles sur sa tête, sachant qu'il va pas envoyer toute une série de frappes en continu, cette fois-ci il a attendu chaque fois de déplacer un petit peu Ibanez pour envoyer une grosse frappe sur lui. Donc voilà comment il travaille son ground and pound à l'heure actuelle. Le ground and pound contre Joan Segas c'était classique, avec faut qu'on ait un crucifix, des points, des coups de coude, même si Segas pouvait encaisser, il pouvait pas changer quoi que ce soit au crucifix, de toute façon il était bloqué. Ses points de vulnérabilité, on l'a vu, Segas envoyait pas mal de kicks. Il faudra faire attention à ça, à savoir si Alexandre Topuria lui aussi peut tenir sur ces 3 rounds et comment il va tenir. Topuria qui n'est jamais allé à la décision. Est-ce que ça va se finir avant? Il y a des chances. On sait que du coup Topuria va devoir se méfier d'un add-on à close range. Est-ce que maintenant, dans cette zone rouge, est-ce que Topuria va avoir de quoi le repousser à chaque fois et le maintenir à longue distance? Ça va être la grande question. Alors, situation un peu particulière puisque, en fait, au moment où j'allais poster la vidéo, j'apprends que Cody Addon se retire du combat contre Topuria frère, El Hermano, El Cazador. Donc, du coup, ils ont trouvé un remplaçant sur la scène locale, le champion du ex, c'est pas n'importe qui non plus, Colby Thickness, qui est actuellement à 7-0 en carrière. Le problème, c'est qu'il a 10 jours de short notice. Après, au niveau de son... Je regarde sur Tapologie vite fait, il a 2 victoires par KO, 2 par soumission, 3 par décision. Fréquence de combat, il a beaucoup combattu en 2024. Il est classé numéro 1, là je vois sur Tapologie, là, de la scène régionale. 25 ans, il est jeune. Thickness, son dernier combat, effectivement, victoire en premier round pour avoir sa ceinture du ex sur des coudes. C'était en novembre. Est-ce qu'il se tenait prêt à combattre? Tout est là-dedans, tout est sur le short notice en fait. Donc pour la prédiction à la va-vite, là, étant donné que je ne connais pas du tout ce combattant, je reste quand même sur un Topuria. En fait, pour moi, ça c'est typiquement, vous voyez, Colby Thickness, Alexandre Topuria, ça passe au Dynamite Contender Series. Ça c'est, voilà, ok, on va faire une sélection, il y en a un des deux qui va rester. Bon là, les deux finalement se retrouvent dans le roster. Je pense que Topuria, vraiment, c'est pas normal qu'il soit directement comme ça sur une carte numérotée, alors que ce qu'il a montré jusque-là, pour moi, n'est pas bon. Mais après, peut-être que je me trompe complètement, que je ne sais pas analyser correctement le Alexandre, mais je partirai quand même pas sur un Topuria favori. Au mieux, c'est un 50-50. Étant donné que j'ai pas d'infos sur Colby Thickness, ben, je mets pas une pièce dessus, on verra. On va découvrir les deux combattants, leur premier combat chacun à l'UFC, ça va être rigolo. On part sur un combat en lightweight qui n'a pas été annoncé sur le site de l'UFC, alors que ça fait quelques semaines déjà qu'il est annoncé sur les autres sites, sur la carte de cet event.
Je vais en faire l'analyse parce que je pense que de toute façon, avec toutes les modifications qu'il y a des combats au fur et à mesure à chaque fois, des jours et des semaines avant l'événement, il se peut qu'effectivement ce combat finisse sur la carte. Il s'agit donc de Cody Steele contre Rongzhu. Très bon matchmaking, j'aime bien quand les jeunes recrues du WCS, comme c'est le cas pour Steele, affrontent un combattant qui n'est pas encore installé dans le roster correctement ou qui est en perte de vitesse ou ce genre de choses. Rongzhu, effectivement, c'est pas non plus du très haut niveau à l'heure actuelle de ce qu'il a montré. Et donc c'est une bonne chose que Cody Steele l'affronte pour son premier combat à l'UFC. Cody Steele, 29 ans, il est à 7-0, il a 71 d'allonge. Il faut savoir que de 2019 à 2021, ses débuts en fait, sa carrière sportive, c'était que du grappling. Il a fait 32 combats dans ces 3 ans-là, en JJB. C'est un ancien champion du monde d'ailleurs de JJB combat. De l'autre côté, Rongzhu, une meilleure allonge, de 72,5, qui a été cut de l'UFC après son combat contre Bahamondes, où d'ailleurs il a eu du mal à faire le poids. Donc cette défaite contre Bahamondes, depuis il est passé par les Road to UFC pour revenir à l'UFC, ce qu'il a réussi. Et ensuite il a fait son combat contre Padilla, il n'y a pas longtemps. Il s'est arrêté par un doctor stoppage parce qu'après un coup de coude, il était ouvert en fait au visage. Le matchmaking est d'autant plus intéressant qu'on va voir quelques similitudes entre les deux combattants. Il y a une mauvaise appréciation des distances des deux côtés, ce qui les rend tous les deux vulnérables au jab, mais en même temps capables d'envoyer de bons jabs. Alors, d'un côté, effectivement, Cody Steele ne va pas envoyer des jabs au premier round, il a tendance à cadrer, mais pas envoyer de jabs. Et du côté de Rongzhu, c'est la même chose. C'est assez rigolo. D'un côté, on a un Cody Steele qui est vulnérable à quasiment tous les kicks, et on sait que Rongzhu, lui, il en envoie beaucoup, il envoie des lourds et des bons. Il n'hésite pas non plus à ajouter des kicks dans ses combinaisons. Rongzhu aussi envoie de très bonnes remises, et il switch. Ce sont deux choses auxquelles Steele est sensible, avec lesquelles il a du mal à se dépatouiller. Parmi les kicks de Rongzhu, il y a les calf kicks, bien évidemment. Steele, il est vulnérable déjà de base, mais en plus, il a tendance à avoir des mauvais appuis quand il envoie ou quand il est à box range ou quand il accule son adversaire à la cage. On voit qu'il est hésitant sur ses appuis, à savoir être réactif sur l'adversaire qui risque de partir à gauche ou à droite pour l'éviter. Et on voit que même quand il frappe ou juste après ses frappes, le temps de se recomposer, ses appuis sont pas là. Les deux sont très bons en dirty. Quand on doit partir à la bagarre, ils ont tous les deux un très bon niveau dans ce domaine. Les échanges de crochets. Il y a un avantage debout pour Rongzhu étant donné qu'il est capable d'envoyer de très bons jabs pour empêcher l'adversaire de rentrer, alors qu'on sait que Cody Steele, lui, est très prévisible sur ses entrées. C'est vraiment son gros défaut. Vulnérable du coup aussi sur les check hooks. Au deuxième round, on le voit, il va se jeter sur son adversaire, mais ça n'amène à rien. À compter du deuxième round, Cody Steele va envoyer quand même de bons coups au corps, hein, vraiment des body shots en crochet ou direct, mais surtout en crochet, que ce soit du droit ou du gauche, dans ses combinaisons, surtout quand l'adversaire est acculé. C'est d'ailleurs comme ça aussi qu'il a mis KO son adversaire au DWCS. Et mis à part ça, c'est vrai que debout, l'avantage reste quand même du côté de Rongzhu. Pourquoi j'insiste sur le fait que je parle d'un combat debout ? En fait, malgré tout son palmarès en JJB en style Cody, n'a pas vraiment montré un très bon niveau au DWCS en grappling, notamment en lutte offensive. Raté quasiment tous ses takedowns. Je ne peux pas dire ce qu'il vaut au sol, je ne l'ai pas vu. De son côté, Rongzhu, pareil, ses takedowns. Et à chaque fois, je fais le comparatif depuis son combat entre Bahamondes et là son combat contre Padilla sur ce qui a évolué ou pas évolué. Donc effectivement, Rongzhu, toujours vulnérable au jab, au calf, toujours capable d'envoyer des bons contres, des bonnes remises debout, toujours capable d'envoyer des bons jabs pour contrer les mauvaises distances adverses, pour le punir. Tout ça, c'était déjà présent, ça n'a pas changé. Et effectivement, il n'y a pas de changement entre le Rongzhu d'il y a 3 ans, en février 2022, et le Rongzhu de Padilla, donc d'il y a quelques mois. Donc, pour revenir au grappling, il rate ses takedowns. En fait, quand il y a une amenée au sol, c'est souvent lui qui se retrouve sur le dos. Et c'est là que ça peut jouer en faveur de Cody Steele. Si Cody Steele arrive une fois au sol à soumettre son adversaire, même si sur ses 7 victoires, je rappelle qu'il a 7-0, il a qu'une seule victoire par soumission sur ce 7-0. Un point particulier, c'est que Cody Steele s'entraîne au Syndicate MMA, où s'entraîne également Merab Dvalishvili. Donc on pourrait se dire qu'en termes de lutte, on s'attendrait quand même à un bon niveau. Ceci dit, si vous regardez toute la liste des combattants qui sont au Syndicate MMA,
je leur apporte pas non plus énormément de crédit. C'est pas non plus des combattants que je trouve d'un niveau fou, quoi. Rongzhu, donc lui, se fait facilement amener au sol. Hein. Les deux ne sont pas très bons au niveau des ruptures de contact. Donc en fait, au niveau de la prédiction, c'est cette grande inconnue de savoir au sol qu'est-ce que ça peut donner. Au sol, je vois un avantage du coup pour Cody Steele. Dans le doute, je sais que Rongzhu est pas bon au sol. Debout, je vois un net avantage pour Rongzhu. Rongzhu, c'est quand même particulier parce qu'il a seulement 24 ans, il est chinois, et il combat quand même depuis 2016. C'est-à-dire qu'il a 24 ans et ça fait 9 ans qu'il fait du MMA. Il y a trop d'inconnus, je parierais pas sur ce combat. Si je devais faire une prédiction, ce serait soit d'un côté Rongzhu à 55% et un 45% pour Cody Steele par soumission, avec ce léger problème où on voit quand même déjà des signes de fatigue du côté de Cody Steele à partir du deuxième round. Hein. Et on va passer à un combat que j'attends beaucoup, puisqu'il s'agit d'un combat entre, d'un côté, un combattant qui était apparu sur le radar en 2023, à surveiller, à voir les progrès, très prometteur, mais qui malheureusement n'a pas combattu en 2024. Et ensuite, un autre prospect qui, lui, au contraire, je me disais, il n'a pas sa place dans le roster, et finalement m'a fait mentir avec une très belle performance et qui a montré de très belles choses dans son dernier combat. Et donc, à voir ce que ça peut donner la rencontre entre les deux. Je parle dans la catégorie flyweight de Yousung Park contre Tumendem Berel. Donc oui, Tumendem Berel qui m'a fait mentir lors de son dernier combat à Macao, parce que j'avais beaucoup de doutes sur lui. Je me demandais s'il avait vraiment sa place dans le roster UFC, vu la copie qu'il avait rendue précédemment contre Kunram. Puis en plus, jusque-là, il n'avait pas eu non plus une excellente adversité en face, et on voyait qu'il y avait des problèmes de fatigue dès le deuxième round, pas mal de vulnérabilité en fait de son côté, même s'il était invaincu. Il est arrivé à 8-0 je crois, contre Carlos Hernandez. Et au final, donc il a montré quand même, il a eu des très bons moments, il perd à la split. Je trouvais que Carlos Hernandez gagnait quand même les minutes et Tumendem Berel avait quelques moments. Donc je comprends que c'est une split, c'était un combat très intéressant, très disputé des deux côtés. Par contre, Tumendem Berel, donc beaucoup de déchets dans ses frappes, hein, il a du mal à connecter, il est prévisible en même temps, ça se comprend, ça peut être esquivé. Sachant que Carlos Hernandez, une fois qu'il a trouvé la brèche, c'est-à-dire que éviter les frappes et ensuite il arrivait à envoyer des longues combinaisons en remise, parce que Tumendem Berel recule en ligne et que même si Tumendem Berel envoie une frappe ou deux, ça n'a pas trop d'impact. Ceci dit, attention, je parle dans ce cas précis parce que quand Tumendem Berel travaille ses frappes, donc il va chercher un angle, il va chercher un coup, il peut connecter fort. On a eu Carlos Hernandez quand même se retrouver un peu sonné à certains moments. C'est pour ça que je parle de Tumendem Berel qui a eu des moments dans ce combat. C'était un combat très intéressant. Ceci dit, ce n'est pas suffisant. Donc comme j'ai dit, il y a des brèches et debout. Pas de kick, vraiment, pas de middle, pas de high kick. Là-dessus, c'est assez pauvre. Il y a une anglaise qui est assez peu variée. Et par contre, là où il se débrouille très bien, c'est défensivement sur le grappling. Là, que ce soit en clinch à la cage, en lutte, au sol, on a eu de très beaux moments. Défense de soumission également. Donc tout ça, c'est très bien. Ça le fait qu'il a sa place, mais malheureusement, je dirais dans le ventre mou de la KT. Parce que comme vous l'avez entendu, à l'offensive, c'est difficile. Hein. L'offensive, en grappling, il n'y a pas. Et debout, les propositions sont bien maigres. Donc, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, il va travailler et il va proposer des choses intéressantes, autres que une ou deux frappes dans le combat qui risquent de sonner un peu l'adversaire. Mais bon, c'est pas suffisant à l'heure actuelle, je pense, pour monter dans la KT. Maintenant, il faut voir qui on lui met en face. Quoi qu'il en soit, donc point fort, ça va être de se méfier de son sol, parce que même lui-même n'hésite pas à amener l'adversaire au sol en étant lui-même sur le dos, parce qu'il va essayer de trouver des soumissions. Il y a une menace de soumission quand il est sur le dos, quand il est dans n'importe quelle position. Excellent de façon scramble, hein, sur les transitions adverses, il peut très bien se sortir des situations, il arrive toujours à se relever contre un Carlos Hernandez qui a quand même un bon grappling, hein, faut pas non plus dénigrer ça. Donc la menace de soumission, elle est là, par contre, elle est pas verrouillée. C'est ça aussi le problème. Ça s'améliore un peu
contre Hernandez, mais en règle générale, on va dire qu'il ne verrouille jamais ses soumissions. Donc, ouais. Est-ce qu'il va être vraiment, vraiment menaçant là-dessus? Je pense que ça va être très laborieux pour lui de décrocher des victoires là à l'UFC. Laborieux, bien évidemment, ne veut pas dire impossible. On va voir ça. Et en face, ce sera donc Yoon Sung Park. Yoon Sung Park, d'après ma fiche, ça a peut-être changé. 28 ans, il est à 9-0. Je vais vérifier ça tout de suite. 29 ans désormais. Et toujours donc à 9-0, c'est ça. Un combattant qui vient de Corée du Sud, mais qui s'entraîne en Thaïlande. Il vient du Road to UFC. Un très bon combattant, je trouve. Alors, il est perfectible, certes. Une seule victoire par décision dans sa carrière, sinon c'est 4 KO TKO, 4 soumissions. Il devait d'ailleurs combattre André Lima là en 2024. Finalement, ça ne s'est pas fait, donc son dernier combat remonte en 2023 contre Shannon Ross. Et c'est assez drôle parce que tous les deux étaient pressentis étaient planifiés en fait pour affronter André Lima en 2024, le 1er juin en 302. D'un côté, on a Tumen Demberel qui s'est retiré du combat, je ne sais pas pourquoi, et de l'autre côté, Yoon Sung Park qui en fait n'a pas pu combattre parce qu'il s'était blessé au genou. Combattant très intéressant, et surtout c'est le matchmaking qui est intéressant ici, puisque alors je trouve que Park Hyun-sung a un niveau dessus, même si Tumen Demberel a montré de belles choses dernièrement. Ceci dit, sur certains points, il va être assez vulnérable à ce que peut proposer Tumen Demberel. Je pense notamment à des combinaisons qui vont enchaîner des body shots avec une bonne droite derrière, certains check hooks. Mais ce qui va être surtout important ici, c'est les ruptures de contact. En rupture de contact, on sait que Tumen Demberel peut envoyer de bonnes frappes. On l'a vu donc dernièrement contre Carlos Hernandez. Mais surtout, ce sont ces swings en rupture qui vont peut-être embêter Park Hyun-sung. Park Hyun-sung, par contre, de bons arguments à faire valoir, notamment ses jabs en contre-entrée. C'est très bon. Ensuite, toujours des déplacements sur le côté, il ne recule pas en ligne, mais plutôt en diagonale. Il se met sur le côté pour envoyer des jabs, il étudie bien son adversaire, très bon fight IQ. Bonne feinte, il ressort beaucoup, il ne reste pas vraiment en contact après ses frappes. Ses feintes donc sont excellentes, impossible à acculer, mais là je pense pas que ça va se jouer là-dessus, parce que Tumen Demberel n'a pas forcément tendance à faire ça. J'ai pas noté de problème de cardio pendant ces combats. Ses coups sont plutôt variés. On peut voir si Tumen Demberel s'engage trop, il overcommit. Park Hyun-sung peut envoyer des uppercuts, faudra se méfier de ça. J'ai noté également qu'il était vulnérable aux remises du bras arrière, ce que peut envoyer Tumen Demberel bien sûr. Excellent à box range quand même, comme je disais, donc uppercuts il a assailli, des bons crochets du droit, un bon body shot, on l'a vu limite faire tomber son adversaire, donc Shannon Ross, le dernier adversaire. Là-dessus, bon, faut pas trop s'emballer non plus. Shannon Ross, il avait raté déjà 2 fois son entrée au Dana White Contender Series. Un combattant qui switch. Alors, je vais partir du principe que Tumen Demberel partira donc de toute façon restera en droitier. Tumen Demberel qui était invaincu avant sa défaite contre Carlos Hernandez. Je sais pas si c'est dû à son inactivité depuis 1 an. Normalement, Park Hyun-sung aurait dû affronter, je pense, quelqu'un de mieux situé dans le classement. Ceci dit, le matchmaking, comme je disais, est très intéressant. Là où il va y avoir peu d'intérêt pour Park Hyun-sung dans son game plan, c'est s'il décide d'aller partir à l'offensive en grappling. Il est très fort là-dedans, certes, mais Tumen Demberel, lui, a une très bonne réponse. Il peut être même dangereux en défense au sol, avec des tentatives de soumission. Il ne craint rien. Après, il va pas apporter forcément d'autres menaces, Tumen Demberel. C'est pour ça que je vois quand même Park Hyun-sung l'emporter dans ce combat. Tumen Demberel n'ayant pas vraiment d'impact au niveau de ses frappes, d'impact décisif, on va dire. Il a pu sauver quand même Carlos Hernandez, on va le signaler quand même. Mais je pense que de toute façon, les deux vont s'annuler au sol, même si Tumen Demberel, on l'a vu, avoir une très bonne lutte offensive et un excellent grand and pound.
contre Kiwram, mais il peut aussi très bien se faire renverser. Il a un excellent scramble, hein, ça on l'a vu. Le problème de Tuman Dembélé, c'est qu'il est prévisible, et ça, le fait qu'il soit lisible et prévisible, ça va être l'avantage de Park Hyun-sung, je rappelle, hein, il a un très bon fight IQ. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, je pense que ça va aller en 60-40 pour Park Hyun-sung. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un knockdown qui soit bien accompagné derrière de Tuman Dembélé, que ce soit en rupture. On l'a vu avoir un jeu beaucoup plus développé d'ailleurs, Tuman Dembélé contre Kuram, avec des uppercuts en clinch. Il est mauvais quand même dans la poche. On voit de très bons cross jabs, mais ouais, l'avantage là sera pour Park Hyun-sung de mon côté. S'ensuit une confrontation qui promet encore de belles choses debout, avec un Jack Jenkins qui a une très bonne anglaise, et un Gabriel Santos qui a montré d'excellentes capacités debout également dans son dernier combat. Très slick, très vif et très varié. Je parle de son dernier combat parce qu'on va revenir avant, c'était contre Onama. C'était un peu moins bon, je trouve, donc on peut noter quand même une amélioration du côté de Santos. Du côté donc de Jack Jenkins, donc l'adversité, j'ai pas trop trouvé Herbert Burns au rendez-vous, hein. Bon, on s'y attendait un peu. C'est pas ça quoi. Je dirais que le plus gros adversaire de Jack Jenkins jusque-là, c'est JP Mariscal, contre qui il a perdu au deuxième round. Mais vraiment très très bonne anglaise. Savoir que il n'a jamais perdu à décision. Sur ses 31 ans, il reste sur un palmarès de 13-3 en carrière. Oui, alors donc du coup, ce qu'on a vu, debout, sur son anglaise. Bon déjà, pourquoi l'anglaise? Parce qu'il va refuser de partir au sol, hein, si son adversaire est sur le dos, il préfère que le combat continue debout. La lutte, c'est pas son truc, il se fait facilement double leg. Il envoie des très bons crochets, des très bons enchaînements de crochets, assez variés sur ses cibles. Voilà, ça peut partir en body shot, ça peut partir au visage, de très bonnes rentrées pour enchaîner sur de bonnes combinaisons. Il a tendance à changer de garde sans vraiment d'intérêt, sans vraiment que ça amène quoi que ce soit. Par contre, je dirais peut-être qu'en général on peut voir qu'il va amener un overhand, mais c'est sans conséquence. Il a de très bonnes remises par contre, hein. Là au niveau des contres il est bon. Assez lourd sur ses middle et sur ses calfs, il faudra se méfier de ça. Le souci que j'ai trouvé contre Mariscal, c'est qu'il est resté dans l'axe. Attention, les calfs ne sont pas forcément isolés, il peut enchaîner sur un 1-2 juste derrière. Il est vulnérable dans la poche, c'est un de ses points faibles. En face, Gabriel Santos, qui était donc parti underdog contre Onama pour finir favori au moment du combat. Santos lui switch de garde très souvent, ça c'est très bien géré de sa part. Donc contre Onama, j'avais des doutes sur son cardio, je trouvais que effectivement au niveau du deuxième round, à la fin il était complètement out et que il se prend d'ailleurs un KO à la fin du dernier round sur un uppercut, du deuxième round pardon, sur un uppercut. Il a perdu sa défense en striking au cours du round là. Il avait déjà perdu contre Leron Murphy à la split. Donc voilà. Sauf que contre Yiza, son dernier combat donc, là par contre aucun problème. Au contraire très vif jusqu'au troisième round aussi très vif. Toujours donc au niveau de ses patterns, on va voir qu'il va envoyer beaucoup de calf, de très bons body shots. Par contre au niveau de son sol, c'est pas ça quoi. Le sol à l'offensive, c'est hasardeux. Alors quand il va réussir son takedown, il va avoir tendance à prendre le dos. Hein, c'est tout de suite prendre le dos. Par contre, défensivement, il a une bonne lutte. Au niveau de la prise de dos, ça n'amène pas grand-chose. Il peut envoyer des genoux au contact. C'est ce qui a peut-être posé problème là à Jenkins. Il y a une autre chose assez rigolote, c'est que il reproduit quelque chose entre le combat contre Onama et celui de Yiza. C'est qu'au deuxième round, il va envoyer un spin backfist ou un coup de coude retourné. Ça va être marrant de voir s'il réitère encore la même chose là sur ce combat. Très lourd check hook. Attention, le check hook là contre Yiza, début du deuxième round, ça fait mal. Enfin, qu'est-ce qu'on va noter? Attention, il est vulnérable au jab, vulnérable au in and out, et du coup au side step, mais ça pour l'instant, on a vu que Jenkins restait dans l'axe. Pour moi, contre Yiza, il remportait les 3 rounds en plus, donc vraiment très bon combat de sa part.
Je pense que voilà, il peut revenir en force, mais encore une fois, tous les deux, je ne trouve pas qu'ils aient eu en face dans leur dernier combat, enfin dans le dernier combat chacun, un adversaire vraiment de haute adversité, de haute opposition. Alors qui va combattre à domicile ici, bien évidemment, ce sera Jack Jenkins. Hein. Les défaites de Gabriel Santos, je dis pas de bêtises, ouais, aucune défaite par soumission, beaucoup de victoires par soumission par contre. Ce que je n'ai pas vu, après, je vous avoue là, contre Isa. Ses victoires par soumission, c'est bizarre. Alors attendez, comment ça se fait que j'ai pas vu ça moi? Victoire par soumission, pourquoi il y a autant de victoires par soumission? La dernière victoire par soumission, c'était en 2019. Donc étranglement arrière ensuite. Hein, ok, aussi. Ok. Ok, ces 4 victoires par soumission datent quand même pas mal. Hein. Alors, configuration du combat, eh bien, ça va être intéressant à voir debout. J'espère voir un Gabriel Santos donc à la hauteur de son dernier combat, bien évidemment. J'espère que c'était pas juste un coup comme ça où c'est bien tombé, l'adversaire faisait son premier combat à l'UFC et que du coup il en a profité. Après lui, sa défaite contre Onama, c'est normal qu'il ait un combat comme ça et qui du coup il s'est bien lancé dans l'organisation. J'espère que voilà, tout ce combat contre Onama avec ce problème de cardio, c'était juste comme ça. Une fois, un petit problème peut-être sur ce combat. Ce sera pas quelque chose de récurrent. Je ne sais pas s'il va y avoir un finish là sur ce combat. Jack Jenkins n'étant pas forcément très bon au sol, à mon avis. Pourquoi pas revenir là, enfin avoir sa première soumission à l'UFC pour Gabriel Santos. Sachant que moi, ce que j'avais noté jusque-là, du coup, c'est qu'il était très très bon debout. La variété de frappe de Jenkins peut quand même poser problème à Santos. Alors je veux juste noter quelles sont les réactions de Jack Jenkins par rapport au front kick, parce qu'il faut savoir que Gabriel Santos est très fort là-dessus aussi. Je vais vérifier sur mes notes, est-ce qu'il y a des notes là-dessus? J'ai pas de notes là-dessus. Je ne sais pas s'il se les mange ou s'il est capable de les éviter. Parce qu'au niveau de la distance, comme il est vulnérable au jab, on l'a vu contre Burns, lui-même envoie de très bons jabs. Hein. Les jabs qu'il a envoyés contre Burns étaient quand même très très forts, très solides. Et Santos, on l'a vu se manger les jabs de Onama. On a du mal à prédire. Ça va être un excellent combat, très beau à voir. Par contre, au niveau de la prédiction, impossible de savoir lequel des deux va l'emporter. Je resterai sur un 50-50 et je mettrai pas une pièce sur ce combat, c'est sûr. C'est trop. Les deux ont vraiment de très bons arguments. Pour moi, les deux sont capables d'avoir un bon niveau là dans cet affrontement. Ça va être un beau spectacle. Et on arrive avec la carte principale qui commence avec Jake Matthews contre Francisco Prado. Francisco Prado qui est un lightweight et qui va là du coup monter chez les welter. Jake Matthews, 30 ans. Et si je dis pas de bêtises, ça va être son 20e combat à l'UFC. Il est arrivé en 2014 à l'UFC, à ses débuts. Voilà, un vétéran à 30 ans. Alors il sera à domicile, hein, comme la plupart des combattants, là, la moitié sont australiens sur cette carte. Il est né à Melbourne. Il est pas très grand. Alors, certes, sur son Sherdog, on peut voir qu'il a une défaite par KO, une seule, et c'était en 2016. Donc, on va plutôt dire que c'est quelqu'un qui a un bon menton, très bon menton, et une excellente durabilité aussi, de manière générale. Jake Matthews, pour moi, c'est typiquement le genre de combattant, par exemple, que j'aimerais voir Kevin Jousset affronter, quoi. Bon, alors, on n'en est pas là. Jake Matthews a fait une excellente performance dernièrement, c'était contre Rowe. Phil Rowe, donc je regardais juste la date en juin dernier. C'était au 302. Oh, du coup, il devait être à domicile, puisque je me rappelle bien, il est de Brooklyn, même s'il s'entraîne en Floride. Enfin bref. Avant ça, il était underdog contre Morales, et il a eu la défaite, une bonne défaite. Il avait gagné contre Darius Flowers avant, perdu contre Semelsberger avant, puis ensuite, encore avant, en 2022, il y a une victoire contre André Fiallo, et avant, une défaite contre Sean Brady. Donc en gros, ces défaites, c'est quand même contre de bons combattants. Aussi Semelsberger, je suis pas fan. Par contre, une victoire contre André Fiallo, c'est pas mal. Une victoire contre Flowers, c'est pas mal. Et sa démonstration là contre Phil Rowe, c'était aussi très impressionnant. Je trouve qu'il y a de quoi faire chez Matthews, on va en parler. De son côté, Francisco Prado, alors ça va être un peu plus compliqué parce que l'Argentin, certes, il est jeune. Enfin, certes, il est jeune, voilà, il est jeune. 22, 23 ans. Il a fait 3 combats à l'UFC. Ça se passe pas très bien en lightweight pour lui. Disons qu'il a 12 victoires pour 2 défaites. Ces 12 victoires, c'est 12 finishes. Donc là-dessus, on peut se dire,
Impressionnant le bonhomme. Il était donc à 11-0 à son arrivée à l'UFC. Malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Il perd à la décision contre Mullarky. Ensuite, il a un combat contre Azetar, où il a corrigé quand même quelques erreurs. Et il bat Azetar, un grand and pound, premier round. Il met knockdown sur un spin elbow. Et après, par contre, contre Zellhuber, c'était une défaite, décision unanime. Encore une fois, donc 2 défaites là, pour une seule victoire en lightweight. Ouais, il monte chez les welter, mais je ne vois pas trop ce qu'il aurait à gagner dans cette histoire. Surtout que là, contre Jake Matthews, ça va être très difficile pour lui. On avait noté à son arrivée contre Mullarky, alors qui a pris forcément short notice pour rentrer à l'UFC. On peut lui trouver cette excuse pour la défaite. Une excellente boxe thaïlandaise, une bonne défense au sol, et il est solide 1-2. Bon, après, on a vu qu'il se prenait quand même pas mal de kicks. Contre Azetar, ça a été corrigé. Il avance en cadrant. On l'a vu encore contre Zellhuber, avec des micro-steps. Il envoie pas mal de high kicks. On l'a vu aussi contre Zellhuber. Des bons body shots. Il a de bonnes feintes. Il s'en sert bien de ses feintes pour envoyer d'autres frappes derrière. Par contre, en lutte offensive, il est ridicule. Au sol, il enchaîne Azetar avec de bons gros marteaux. Ça, c'était assez impressionnant. Et après, contre Zellhuber, des bons leg kicks. Toujours des bons leg kicks, toujours de bonnes feintes. Par contre, après, au deuxième round, on l'a senti prévisible, manquait de variété dans ses frappes, et il restait dans l'axe. Les gros points de vulnérabilité, gros points faibles de Prado. Contre Azetar, on a vu que c'était les crochets variés, avec même les uppercuts inclus, quoi. Donc là, au niveau de la boxe mid-range, ça va être difficile. Les ruptures de contact, ça s'est mal passé. Il se mangeait check hook. Et ça, c'est tout le Jake Matthews qu'on a vu dernièrement. Déjà, c'est un excellent contreur, il a une bonne garde. Il encaisse bien, donc je pense qu'il n'aura pas peur des avancées de Prado. Excellent in and out. Du mal avec les kicks dans les combis, mais on n'a pas vu Prado en envoyer. Sa boxe dans la poche, elle est incroyable. Vraiment, des crochets très variés, difficiles à gérer. Un peu sur le reculoir contre Phil Rowe sur le premier round. Par contre, au deuxième round, c'est lui qui mène la danse. Ça a direct calmé Phil Rowe. Quand il faut passer la seconde, il la met. Vraiment impressionnant sur ses entrées parce qu'il arrive à les varier. Je trouve qu'il avait montré un très bon fight IQ sur ce combat. Donc il arrive à placer de très bons body shots, surtout sur ses crochets. Et ce qui était intéressant de voir aussi, c'était son sol. Un sol, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qu'il cherchait à faire. Alors il se défend très bien, ça y a pas de problème. À l'offensive, il cherchait des transitions, pour chercher des soumissions, pour chercher des choses. C'était maladroit et c'était pas forcément la meilleure chose à faire, la plus efficace. Je ne sais pas du tout comment Prado se débrouille au sol, là, au niveau défensif. Mais il aura pas intérêt, je pense, à aller au sol contre Jake Matthews. Jake Matthews capable d'envoyer des bons assauts, de foncer dedans, mais de manière très bien gérée. Pas au pif, n'importe comment. Je vois un net avantage, c'est l'un des rares combats pour l'instant sur la carte où je vois vraiment un avantage pour un combattant, c'est Jake Matthews. Je le vois bien remporter ce combat, je le vois à 70%. Je pense capable même de mettre le premier KO en carrière à Prado. Je pense même qu'il y aura un écart de puissance. Et encore, je dis ça, il se peut que Jake Matthews use pas mal. Il se peut qu'en fait il réitère son combat contre Phil Rowe, mais de manière un peu plus rapide. Je pense qu'il va continuer de faire une accélération à la fin du premier round, accélérer au deuxième et plutôt chercher peut-être un takedown. On sait que Mullarky l'avait mis très facilement amené au sol Prado. Donc il va amener peut-être Prado au sol dans son game plan au deuxième round et chercher la soumission à ce moment-là. On pourra avoir des réponses sur la défense de Prado au sol, sa défense contre les soumissions également. Je ne sais pas là encore si Jake Matthews est favori. Il faut savoir qu'au niveau des statistiques de l'UFC, il est à 11-5 en tant que favori à l'UFC. Jake Matthews, je vais regarder ça, non j'ai pas encore les cotes. En tout cas, voilà, je vois large victoire de Jake Matthews et je vois même 40% par un finish, 40% par décision.
Il y a une chance, hein, peut-être que Prado fasse quelque chose dans ce combat, mais je dirais non, pardon. Je dirais 30% décision, 40% par finish, quoi. Victoire de Jack Matthews. On enchaîne avec les light heavyweight. Un affrontement un peu bizarre, puisque ça va être Jimmy Crute contre Rodolfo Bellato, deux combattants qui n'ont rien fait l'an dernier. Pour Jimmy Crute, il faut remonter effectivement en 2023 juillet, cette défaite très bizarre contre Menifield par guillotine. Pour Rodolfo Bellato, cette victoire contre Potieria dans un combat lui aussi assez bizarre sur le même round. La situation s'était complètement inversée. Alors Bellato aurait dû affronter normalement Oumar Sy l'an dernier, mais il s'est retiré du combat. Je ne sais pas si c'était pour une blessure. Et Jimmy Crute aurait rien du tout en fait. Il n'était pas booké l'an dernier. Donc je ne sais pas pourquoi il n'a pas combattu. J'espère que ce n'est pas une blessure. Je n'ai pas l'info. Alors Bellato, il a fait oublier qu'il avait déjà perdu contre Petrino en battant Tala Murtaza au Dynamite Contender Series de 2023. Il a enchaîné directement 2 mois après avec son combat contre Potieria. C'était assez singulier comme combat parce que Potieria faisait un peu le fanfaron. Bellato ne trouvait pas de réponse aux entrées de Potieria, sauf une stratégie que je trouvais un peu douteuse au début parce qu'il avance tout le temps vers Potieria pour le mettre contre la cage et effectivement Potieria ne se dégageait pas forcément. Mais en attendant le fait qu'il avance, Potieria n'arrêtait pas Disons qu'à chaque frappe que Potieria envoyait, Bellato se les prenait sans avoir de solution, enfin de remise derrière. De remise qui connectait en tout cas. C'était très rare. Perdu son premier round comme ça. Sur le deuxième round, ça a continué, sauf que ça s'est mal passé pour Bellato parce que Potieria effectivement avait bien connecté. C'était sur une bonne série de crochets. Bellato en fait a commencé à bien travailler son Muay Thai vraiment au contact, hein. C'est un combattant qui va au contact, donc on voyait les coups de genoux, les coups de coude sur Potieria, mais finalement Potieria a réussi à le sonner et à l'envoyer au sol, et c'est là que Potieria est parti pour le finir en grand and pound. Mais Potieria, j'ai l'impression que subitement son cardio a chuté, d'un coup plus rien, donc il s'est affalé sur Bellato. Donc les deux ont essayé de reprendre leurs esprits. Et au moment de revenir, Potieria, c'est Bellato qui est remonté. Il y a eu encore des gros échanges entre les crochets de Potieria qui frappaient plein de bourre à Bellato. Et de son côté, Bellato qui envoyait des sacrés coups de la bien sale là, sur la gueule de Potieria. Finalement, c'est Potieria qui s'est retrouvé au sol sur le dos et Bellato qui a envoyé du grand and pound. De la demi-garde, il a réussi à trouver la monte, et une fois qu'il était sur la monte, Potieria ne pouvait plus se sortir de là, ni se tourner. Bellato a fait du très bon travail là-dessus, il a envoyé des frappes, lui, il était moins fatigué que Potieria. Donc une grosse déception du côté de Potieria, parce que normalement il aurait dû finir Bellato, ou au moins trouver autre chose. C'est ce cardio qui, d'un coup, le coup de pompe, milieu du round 2, quoi. Donc voilà. Derrière, qu'est-ce qu'on peut dire de Bellato ? Oui, c'est sale, c'est du Muay Thai qui fait mal, ça va se prendre ça dans la tronche, et surtout le fait d'avancer, d'accepter certains coups pour arriver au contact, et une fois au contact, partir en clinch. Je trouve que ses années au sol sont très maladroites par contre, et que ce n'est pas très propre non plus là-dessus, mais vraiment se méfier de ses genoux. Alors se méfier de ses genoux, attention, parce que quand il avance en envoyant un coup de genou sauté, c'est téléphoné. Potieria avait juste à faire un pas de côté. Donc Bellato a tendance à prévenir 1 heure à l'avance qu'il va vous envoyer un coup de genou, donc vous avez le temps de l'anticiper. Du côté de Jimmy Crute, c'est moins glorieux encore. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé vraiment qu'il était mauvais dans son dernier combat. Faut savoir que Jimmy Crute, lui, par contre, il est sur 3 défaites consécutives. Je compte pas la première draw contre Menifield avant le combat revanche. Là, c'est... Avant, certes, il avait battu Oleg Jędrzejczyk et Bukauskas. Alors, oui, bien sûr, il a sa victoire par Kimura sur Paul Craig. C'était en 2018. Mais là, récemment, défaite contre Anthony Smith. Ça, j'avoue que ça fait tâche. Mais en fait, c'était blessé à la jambe, donc...
À la limite, ok, acceptons. N'en tenons pas compte. Je dis ça, mais n'en tenons pas compte. La défaite contre Jamal Hill, voilà, 2021. Pas de combat en 2022. Ensuite, 7 draws contre Manyfield en 2023, suivi du même Manyfield qui le bat par guillotine choke. Et là, c'est là où j'ai l'impression que Jimmy Crute va se coltiner une réputation de quitter parce que cette guillotine a fait parler d'elle. J'ai l'impression qu'elle n'était pas du tout engagée comme il faut, verrouillée comme il faut. Il arrivait à se dégager, puis je sais pas, à un moment, il a lâché l'affaire. Je ne sais pas si c'était lié à un faux mouvement quelque part où il s'était blessé. Ailleurs, en tout cas, il a tapé direct en arrivant au sol. Avant ça, c'était pas non plus un combat à son avantage. Manyfield a tardé sur le premier round à trouver ce qu'il devait faire, et notamment au niveau des distances. Deuxième round un peu plus compliqué parce qu'au début Manyfield lance juste ses bras dans le vide avant de trouver les jabs, et les jabs à chaque fois que Crute voulait rentrer dans la distance. Il y a eu une phase vraiment chiante, on va dire, où ils étaient en clinch tous les deux à la cage à se renverser. C'est moi qui suis contre la cage, non c'est toi, non c'est moi, non c'est toi. Pendant ce temps-là, Jimmy Crute s'en sortait mieux que Manyfield parce que lui il envoyait beaucoup de coups de genoux, enfin vraiment régulièrement. Donc il remportait le premier round, mais non, c'était pas probant. En fait, c'est pour ça que ce combat-là, en main card, deuxième combat de main card sur un numéroté, pour moi, n'a pas de sens. C'est deux combattants qui sont plutôt vers le bas de tableau. Désolé de dire ça. Même la garde et la posture de Jimmy Crute debout ne semblaient pas efficaces. Je pense que Rodolfo Bellato va peut-être faire parler sa puissance encore une fois. J'ai peur que Jimmy Crute soit un quitter. Je pense pas qu'il soit solide pour encaisser les frappes très sales de Bellato. Il faudra pas se fier au premier round. Je pense qu'à partir du deuxième round, Bellato risque de le finir. Je partirai sur un Bellato par TKO au deuxième round. On arrive au combat de poids lourd qui va se dérouler entre Tafa Justin et Teixeira Talisson. Tafa Justin qui est néo-zélandais, qu'on connaît très bien. C'est simple, Justin c'est un gaucher avec un KO power et qui est grassouillé. Pour résumer, se méfier de son crochet du gauche et surtout simplement passer le premier round contre lui. Après la moitié du premier round, ça devrait bien se passer puisque ce sont ses seules victoires en carrière, ces fameux KO, TKO au premier round. Ensuite, je parle de l'UFC. Ensuite, c'est juste dérouler le jeu au deuxième, troisième round pour l'amener soit à la décision et gagner comme ça. Alors ça a l'air simple comme ça, bon il est quand même donc du coup très dangereux. Justin Tafa, les gens aiment bien ce genre de profil poids lourd où en une frappe c'est fini. On va voir ça rapidement donc au niveau de ses frappes. Est-ce qu'il y a vraiment que ce crochet du gauche? Pas forcément. Pour résumer, contre Porter, donc c'était un crochet du gauche en contre qui a bien touché une fois, puis la deuxième fois ça a mis KO. Et son crochet du gauche qui est très précis. Contre Lane, le deuxième combat, il a profité du fait que Lane se remette et se recompose pour envoyer un large crochet du droit et ensuite achever avec son crochet du gauche. Contre Williams, il a perdu à la décision. Là, c'était son dernier combat l'an dernier, en mars, il y a presque un an. Ses autres armes, ça va être quand même un jab qu'on a vu contre Porter, on l'a vu aussi contre Williams. Et on voit de très bons middle, on l'a vu contre Williams, on a vu également contre Williams de très bons supercuts. Qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre? Les stop kicks contre le deuxième combat contre Lane. Mais à part ça, on peut dire oui qu'il est assez tranquille, très peu inquiété au niveau du premier round en général. Un air très serein, il n'est pas effrayé. Par contre, ces middle kicks dont je parlais contre Williams, attention parce qu'il commence à être téléphoné au deuxième round, on peut vite les attraper. Son cardio il est complètement foutu au troisième round, on l'a vu contre Williams. En face, ce sera donc Tyson Teixeira pour son premier combat à l'UFC. Un peu dur quand même comme premier combat à l'UFC, il aurait dû combattre Lucas Brzeski, mais bon, il s'est retiré du combat. Donc finalement, ce sera contre Justin Tafa. Au niveau de l'écart d'âge, il faut savoir que Justin Tafa il a 31 ans, alors que Tyson Teixeira est très jeune, il a 24 ans. Il n'a pas beaucoup d'expérience en MMA, il est à 7 combats. 7 combats, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même 7 victoires. 7 victoires, donc 6 par KO et 1 par soumission.
On va se méfier de sa droite, qui a amené une victoire contre Arthur Fonseca à la LFA et au Dana White Contender Series, justement l'an dernier. C'est pour ça que c'est son premier combat, là, en l'occurrence, à l'UFC, parce qu'il vient des Dana White Contender Series de l'an dernier, où, pareil, sa droite a permis de gagner le combat en KO. Ensuite, ce qu'on peut dire de lui, il n'arrive pas trop à contrer. Niveau la défense debout, je l'ai pas vu, elle était pas là. Des bons crochets, des high kicks aussi très intéressants. Il a un net avantage d'allonge sur ce match-up. Espérons qu'il va en profiter. Il faut savoir qu'il est aussi très grand. Il a soi-disant une ceinture noire de JJB. Ça, c'est à vérifier. Moi, j'ai pas vu grand-chose pour l'instant là-dessus, au sol et en grappling en général. Contre Matheus Fonseca à la LFA, il avait aussi battu grâce à un high kick. À savoir, est-ce qu'on va retrouver toutes ces armes-là dans ce combat? Est-ce qu'il va juste savoir résister plus d'un round? Peu de chances qu'on voit ça, parce que lui aussi également, ses combats durent rarement plus d'un round en fait. Hein. On n'est que sur des victoires au premier round par KO ou son premier combat pro c'était par soumission. Le problème que j'ai noté, c'est que il y a une défense debout qui est assez discutable. Vraiment qu'il fasse attention aux distances et comment il fait ses entrées. S'il se prend un crochet du gauche de Tafa, ça va lui faire mal. Après, il aime bien jouer sur les distances. Sur son combat au DWCS, il a très bien utilisé son allonge avec ses jabs, avec ses calfs également. Il fait d'excellentes feintes. Lui aussi peut placer des uppercuts. Lui, ça va être les crochets du droit. Il esquive très bien les crochets larges, tous les swings. Il est plutôt sensible au body shot et aux combinaisons quand il est acculé, vu que Justin Tafa a tendance à être ancré et à avancer lentement comme ça vers son adversaire. Espérons que Tyson Texera ne se laissera pas acculer. C'est vraiment sa plus grande faiblesse. On l'a vu encore contre Arthur Lopez, du coup. Cette droite, c'était sur une rupture de contact qu'il a mis une KO, Arthur Lopez. Pour la prédiction, dans ce genre de configuration, c'est toujours très difficile parce que suffit d'une frappe et l'adversaire tombe. Le KO Power est plus du côté de Tafa que de Texera. Tafa sera entre guillemets à domicile, il est néo-zélandais, donc dans la région Océanie. Texera, lui, est brésilien. J'ai beau voir les scénarios possibles, c'est vraiment simplement ce crochet du gauche de Tafa qui va connecter quand Texera sera à distance. Alors que Texera pourrait très bien de son côté jouer de ses distances. Il n'ait pas peur d'aller au deuxième round, c'est bon, il a sa place à l'UFC, il a son contrat, donc il n'est pas obligé d'avoir un finish au premier round et d'impressionner Dana White. Je pense que là, il devrait vraiment jouer dans la mesure et jouer sur les distances et attendre le deuxième, voire troisième round pour vraiment être plus hostile. Plutôt y aller au scoring, sur le premier round et le deuxième round. Et comme ça, il s'assure au moins la décision s'il n'a pas le finish dans le troisième round. Parce que ça reste trop dangereux, à mon avis, de chercher encore une fois une victoire au premier round de son côté. Ça sera plus en faveur de Tafa. J'ai aucune prédiction pour ce combat. Je dirais que l'expérience étant du côté de Tafa. Vraiment, pour la prédiction, si je suis obligé, je dirais Tafa par KO, premier round, sur un Texera qui serait encore pas assez expérimenté et qui ne saurait pas encore se contrôler vraiment sur ses combats, ses frappes, ses distances. Dans le sens où s'il a un schéma, est-ce qu'il est capable de s'en détacher pour proposer quelque chose de différent que d'aller chercher un finish au premier round. Mais honnêtement, je mettrais pas une pièce sur ce combat, ni sur un KO, une décision, un finish, une soumission. Ça peut aller dans plein de sens différents. Le plus probable serait un KO d'un côté ou de l'autre et au premier round. C'est les finishes au premier round, c'est le point fort des deux. Donc là-dessus, je comprends le fait que ça soit attendu par le public. Mais en termes de prédiction, c'est assez difficile à dire. Et on arrive au co-main event de la soirée, le combat que j'attends le plus. Ce combat, les amis, si vous savez combien je l'attends, c'est fou. J'ai tellement hâte. Par où commencer, il n'y a pas... je sais pas. Je sais pas si je vais être vraiment bien sur cette analyse bien claire. Weili Zhang contre Tatiana Suarez. Oh là là. Quel event. C'est un co-main event. Alors, Weili Zhang... Incroyable Weili Zhang.
Sur son parcours, de toute façon, tout le monde le sait. La seule personne qui l'a battu, c'était Rose Namajunas il y a quelques années. Depuis, ses ceintures, défense de ceinture, et puis alors surtout, non seulement elle est au top, elle est championne, mais elle s'améliore de combat en combat, encore, quoi. C'est fou, alors qu'elle est championne, elle perfectionne des trucs, elle apprend encore des choses. Combat contre Yan Xiaonan, ça a fait rire du monde parce que c'est la seule dans toute l'histoire à avoir battu son adversaire des 3 manières différentes, avec un KO, avec une soumission et à la décision par la suite, en un seul combat. C'était de la folie. Donc incroyable combattante. Et en face, Tatiana Suarez. Mon Dieu, mais si vous saviez, ça fait à peu près peut-être 2 ans que j'attends ce combat. Tatiana Suarez, redoutable en fait. Quand je l'ai vue là, il y a 2 ans, je me suis dit, elle va être championne. Elle va être championne et en plus, elle a battu tellement de... C'est fou ces combats quoi. Donc déjà, elle avait battu Alexa Grasso, donc quand Alexa Grasso était championne flyweight, je me dis bon, si Tatiana Suarez retourne en flyweight, elle va la défoncer. Donc elle aussi a battu Clara Esparza comme Weili Zhang. Et elle a battu récemment, c'était en 2023, Jessica Andrade. En fait, le problème, seule chose qui peut stopper Suarez, c'est elle-même avec ses blessures. C'est fou, elle se blesse tellement, elle a des problèmes de santé, la pauvre. En fait, c'est ma Ramzat Chimaev à moi, quoi. C'est-à-dire, je me dis, elle a tout pour être championne, sauf que, problème de santé, et du coup, elle combat peu, malheureusement. Ça ne l'a pas empêché, malgré cette fréquence faible de combat, de se retrouver quand même première au classement UFC de la KT, et du coup d'avoir son title shot, alors qu'elle aurait dû battre Amanda Lemos, Virna Jandiroba. Ça c'est des combats aussi que j'aurais aimé voir, mais je me dis de toute façon je vais les voir, j'espère qu'elle va combattre, j'espère que sa santé va s'améliorer, même s'il y a peu de chance, et j'espère vraiment de tout cœur, punaise, qu'elle se blesse pas là, et que le combat soit pas annulé. 2 ans que j'attends que Tatiana Suarez prenne la ceinture, parce que pour moi, elle va prendre la ceinture, c'est triste à dire. Alors certes, Weili Zhang, c'est vraiment le top du top au niveau des strawweight, il n'y a pas à dire. Même dans les combattantes qui arrivent, je vois pas vraiment beaucoup de monde qui peut la battre, il n'y en a qu'une, c'est Tatiana Suarez. Et je pense qu'elle va le faire, je dirais vraiment... même si je partais à la base sur un 70%, et quand je vois que petit à petit, Weili Zhang, elle s'améliore, je me dis, bon, peut-être qu'on va descendre peut-être à 60%, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, pour moi, je mets ma pièce sur Tatiana Suarez. Et en plus de ça, je pense que chaque combat qu'elle va faire, même si elle combat peu, elle va démonter ses adversaires. Il n'y a personne à l'heure actuelle. Là, tant toutes celles qui arrivent qui peut la battre dans la catégorie, et dans la catégorie du dessus. Mais si elle combat en flyweight derrière, elle est capable de prendre les 2 ceintures. Il n'y a pas de... Il y a vraiment aucun moyen que... Enfin, comment dire ça? Si on parle de Valentina Shevchenko, elle bat Valentina Shevchenko. Je suis désolé pour... donc déjà, Grasso, elle a déjà battu. Les Blanchfield, elle la défonce. Barber défonce. Fiorot, je suis désolé, mais là aussi, dans le classement UFC, on peut descendre. Tatiana Silva, Rose Namajunas, je veux dire, il n'y a personne. Je suis désolé de dire ça. Tatiana Suarez, elle va battre tout le monde. Elle est au-dessus de tout le monde. Donc, pourquoi? Ah oui, parce qu'il faut rentrer dans les détails techniques. Pourquoi? Parce que Tatiana Suarez, certes, debout, ok, d'accord, je comprends, on peut débattre, dire oui, debout, si on fait juste un combat debout, il y en a qui la battent, oui, je suis d'accord. Mais allez défendre la lutte contre Tatiana Suarez, allez-y, montrez-moi. Le sol, allez-y. Elle défonce tout le monde en lutte et au sol, il n'y a même pas de débat selon moi. Donc voilà. Ça va être simple, ça va être une Weili Zhang qui va tenter de résister, qui a de très bonnes connaissances, de très bons réflexes, qui est assez douée dans cette défense au sol, je pense. Mais la puissante Tatiana Suarez déjà en lutte, bon, ça sera en sa faveur, donc elle va amener Zhang Weili au sol. Et derrière, Tatiana Suarez a une maîtrise supérieure à quelconque défense qu'on a pu voir au sol en JJB dans les 2 catégories chez toutes les combattantes. Donc ça va se finir par sûrement une soumission au 2e round, et on va avoir une nouvelle championne strawweight qui devrait... J'espère qu'elle n'aura pas trop de blessures, parce qu'il se peut malheureusement que si elle se blesse encore et encore, que la ceinture, elle doivent laisser la ceinture vacante, ou qu'il y ait des ceintures intérimaires et tout ça, ça risque d'être assez compliqué pour la catégorie malheureusement si elle remporte cette ceinture, mais c'est ce qui va se passer, elle va remporter cette ceinture, et après on verra bien comment l'UFC se débrouille avec les blessures de Tatiana Suarez. Et on passe au main event de ce numéro T, sûrement l'un des combats qui m'intéresse le moins de toute la carte, je suis vraiment désolé. La revanche Strickland contre Duplessis,
Le combat, j'ai déjà vu, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Rien, je vous le dis clairement. Certains vont essayer de... Bien sûr, je comprends, hein, il faut faire monter la hype, il faut dire qu'il y a un intérêt quand même à ce combat. Oui, non, mais ça progresse. Oui, Strickland, son dernier combat quand même, c'est contre Paulo Costa, quoi. Enfin bon, bref. Duplessis, oui, il a quand même été malmené par Adesanya. Oui, c'est Adesanya. Je veux dire, oui, comment tu fais pour battre Adesanya comme ça en claquant des doigts? C'est pas comme ça que ça se passe, donc oui, c'est pas facile. Il y a, pour moi, aucun intérêt à ce combat. Je vois même pas, enfin, quelle analyse en faire. Il n'y a pas de changement depuis le dernier combat. Il n'y a rien de nouveau, selon moi. Duplessis va l'emporter. Ce sera sûrement par un KO cette fois-ci. Ce sera pas en tout cas pas une split. Les deux vont faire les malins. Il y a, voilà, la variance, elle est au niveau du premier et deuxième round, enfin du premier et du troisième round. Premier round, voilà, ça va vouloir faire les malins, peut-être un peu trop, faire des erreurs. Ça sera recadré au deuxième round. Troisième round, ça va commencer à changer parce que peut-être une nouvelle adaptation, quelque chose de nouveau. Ça peut être un finish de Duplessis au premier round, ça peut être au troisième round. Bien sûr, il est durable, Strickland. Hein. Là, le cardio, rien à redire. Se manger un KO, le seul qu'il a eu, c'était contre Alex Pereira en carrière, donc ça va être difficile de le mettre KO. Je pense quand même que ça reste à la portée de Duplessis, malheureusement. Ou alors une soumission, on sait que Duplessis peut de nouveau passer une soumission. Ouais, moi je dirais troisième round. Allez, pour me lancer pour une prédiction, parce qu'il faut bien s'amuser un petit peu, on va dire Duplessis par soumission, troisième round. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà pour cette carte du 312 à Sydney. Quand je pense qu'on va avoir Mikalev, Joussé, Kong, Brasil, Nolan, Borchev, Bellato, Cody Steele contre Rongzhou, Salkild contre Jubli. On va avoir Jenkins contre Santos, Matthews, Prado, Texera. On va avoir Yusun Park contre Temendem Berel. Premier combat de Topuria, Alexandre et Zhang Weili contre Suarez. Oh là là, cette carte, une vraie folie quoi. Quasiment que des combats intéressants. Il y a vraiment juste le main event qui m'intéresse le moins. Tous les autres sont vraiment des combats soit très disputés, donc j'attends beaucoup de réponses des combattants. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de spectacles, beaucoup de belles choses. Pour résumer, et pour le challenge déjà, je lance cette vidéo avant l'UFC Riyad. Il y a eu pas mal de changements. Je pars sur les underdogs, Abdelawad. Peterson, c'est vraiment une cote folle quoi. Qui combiné avec McKinney contre Hadzovic à moins d'un round et demi, Nemov et Pavlovic par KO. Je vais mettre une petite pièce quand même, juste un petit coup de folie comme ça sur Imavov par soumission, parce que la cote elle est à 8, elle a l'air très intéressante. Et pour le 312, alors tellement de belles choses. Des combats qui risquent d'être quand même très serrés, donc pas trop me positionner dessus. Suarez, c'est sûr, underdog en plus, une pièce dessus. Je mets une pièce pour Suarez qui gagne par soumission. Bellato, je pense qu'il va l'emporter avant la limite. Je mets 2 pièces sur Matthews, là je suis sûr de moi. Et la demi-pièce, cette fois-ci, ce sera sur un petit combiné avec Joussé et Park. J'avais mis Adon, mais Adon se retirait. Et voilà, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour l'UFC prochain. Encore une analyse de tous les combats, tous les combattants. À la prochaine.